victimes. Morad El Hattab va prendre la parole dans quelques instants. Je crois que voilà, on connaît déjà l'histoire. Si vous voulez nous rejoindre sur le live. live. J'aimerais juste vous présenter quelques tracts, quelques affiches pacifiées que j'ai fait là. Donc il y en a qui sont beaucoup plus révélatrices. Donc j'en ai fait une comme ça venient du site rendez-nous nos enfants.org avec Julien Assange, Stan Mayo. Enfin, si vous voulez faire des affiches, en gros comme moi, bah, vous venez me voir et puis je vais essayer de vous donner par clé USB ou je sais pas comment faire une photocopie. Et ensuite, donc là j'ai une affiche, ça dit clairement tout. Par contre, suite du protocole de Toronto de 1967, faut le rabâcher, mais ce truc c'est super puissant. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. C'était en gros des mecs illuminés de je sais pas d'où, de Satan certainement. Depuis 67, ils ont programmé en fait la destruction de la famille, la destruction des enfants. Donc les policiers, non mais la police, franchement ça sert à rien quoi. Ça m'énerve. Non mais à chaque fois, moi je suis avec un ami, je me balade devant Notre-Dame pour parler aux gens parce que je lance des pétitions. Et là ils sont là toujours avec les masques, tout ça. Non mais c'est des conneries tout ça, et c'est chiant. Bon bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc ils disent ensuite, car sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront être ainsi définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral, et représentés par voie de conséquences naturelles des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. C'est exactement ça, Macron c'est exactement ça en fait. Le gars il s'est marié avec une personne qui il a même pas son âge, il a été violé et en fait il a eu un but programmé quoi, totalement programmé par les Illuminati, c'est juste ça l'histoire. Bon, donc je vais venir sur l'essentiel. Donc voilà, j'ai une affiche d'une amie qui s'appelle Aline Cléry. Si vous voulez lui écrire, vous tapez alineclery@gmail.com. Et moi je défends sa cause parce que c'est comme une cause, comme toutes les mères qui sont ici, qui ont parlé, certaines qui n'ont pas osé. Et du coup, courage à elle. Donc vous pouvez lui écrire et puis voilà, tout est dit, sans repère, sans morale. C'est une Alors, je vous rappelle que Morad El Hattab va prendre la parole d'ici quelques instants. Donc patientez encore quelques minutes. Il n'y a plus de vérité dans ce monde, autant finir dans une asile psychiatrique ou suicider, souvent c'est ce qui se passe. Et les enfants, il y a plus de... C'est ça, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien à faire si ce n'est que Dieu doit intervenir pour l'aider à construire psychologiquement, etc. Mais même moi j'ai eu du mal à me reconstruire parce que j'ai subi des abus de mon père, donc et j'aurais pu très mal finir si des parents français ne m'auraient pas adopté. Mais voilà, c'est dur putain. Et du coup, voilà, il faut agir ensemble. Mais si je vais rentrer dans un truc plus délicat. Donc faut qu'on réagisse ensemble, mais surtout faut qu'on s'unisse. Moi ce qui me désole là juste c'est très bien cette manif. Juste ce qui me fait peur, on est mis sur une sorte de podium en fait. Mais il n'y a pas de podium je sais pas quoi là. En fait, ce qui me fait peur c'est qu'on est tous rassemblés là, on devrait être plus serrés, je sais pas, j'ai l'impression on se connaît pas, on est étrangers entre nous. Mais si vous êtes là, c'est bien pour une raison. Donc voilà, et il faut lutter contre le crime des placements abusifs. Et puis pour finir, voilà. Donc il faut surtout aider les mères. Et je vais finir sur cette histoire que j'ai vécue. Donc j'étais dans une communauté de prière, grâce à Dieu. Et en fait, eux, ils n'hésitent pas à se revendiquer de Satan en fait. Faut bien que vous compreniez ça, une chose dans vos têtes. Les gars, ils sont super déterminés dans l'objectif de briser l'enfant. Et c'est quoi l'enfant? L'enfant, tout petit, il ne sait pas c'est quoi le monde, il ne sait pas c'est quoi la sexualité, etc. Donc ils veulent vraiment atteindre l'objectif de briser l'esprit. Une fois que l'esprit est brisé, en fait, les alters, qui sont appelés aussi dans un autre mot du vocabulaire, c'est des entités spirituelles démoniaques, en fait, qui viennent prendre la suite pour que l'enfant puisse survivre. Et ça, une fois que cet objectif est atteint, après l'enfant il est perdu. Moi j'ai connu tout ça, j'aurais pu finir de tomber dans la drogue, etc.
c'est dur. J'ai survécu quand j'étais un an. Voilà, bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais on est programmé en fait à la suite de ça pour des objectifs mondialistes, parce on n'a plus de Dieu avec nous dans notre cœur. Enfin, on n'est plus une personne normale, on n'est plus une personne saine. Donc du coup, c'est ça. Voilà, et donc il y a des histoires comme Soulja, voilà, il faut aider. Parce que là, je vois une pièce, vas-y, c'est ridicule ça. Même les gilets jaunes, même nous, moi, vous me connaissez, Kevin Mazeux. C'est pour pas que ça s'envole. Voilà, bon, c'est pour pas que ça s'envole, très bien. Mais vous voyez, on manque un peu d'organisation, on est là, les maires elles manquent de courage et d'amour, faut les soutenir. Voilà, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup de témoignages très poignants de gens qui ont été victimes, derrière, soit d'enfants qui ont été victimes, soit de parents dont les enfants ont été victimes. Et c'est vraiment très émouvant. Ça veut dire qu'il faudrait autant d'années pour nous, pour essayer de contrer leur projet. Et ça peut se réaliser que par la foi et la prière, parce que eux, ils savent à quel Dieu ils vouent leur culte en fait. Ils savent que les témoignages comme Samir ou Hashish, des mecs comme ça traumatisés à vie, mais je ne sais pas quoi dire de plus, les amis, mais il n'y a que la foi et la prière en Jésus qui peut sauver. Et que vous l'acceptiez ou non, c'est la vérité, parce que c'est la seule solution. Après, je vois pas qui d'autre va se tourner. Après, il y a effectivement les thérapies que nous, les victimes, on peut suivre. Mais même ça suffit pas, parce que justement, dans les thérapies, on est obligé d'invoquer le nom de Jésus pour faire fuir les entités appelées alter-démons, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que au début, j'avais pas compris pourquoi les jeunes, certaines personnes jeunes, se revendiquer transgenre, je sais pas quoi. Mais en fait, j'ai compris la subtilité du truc. C'est parce que, évidemment, leur sexualité, elle est coupée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le gosse, une fois violé, il a plus qui aimer. C'est pour ça, il recherche l'amour, il recherche à être aimé, etc. Mais il y a plus de sexualité, donc c'est normal qu'il y ait des jeunes qui se disent, qui se revendiquent transgenre, je sais pas quoi, etc. Et qu'il y en a qui sont contre, évidemment, mais ils comprennent pas, et ils savent pas que, voilà, eux aussi ça se trouve. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est courage, et puis c'est même pas, il n'y a même pas besoin d'être applaudi sur ça, ça va bien au-delà de ça en fait. Il faut défendre les mères victimes, voilà. Radio, d'accord, c'est possible. D'accord, bon, faut intervenir sur Radio Notre-Dame, mais même prendre la voix. Oui, moi. D'accord. Mais voilà. C'est pas facile de témoigner. C'est aussi un risque pour les mères, c'est aussi un risque pour les victimes. Ce monde, il est dangereux. Ça va beaucoup plus loin. Serge Monast, comment vous croyez qu'il est mort? Serge Monast, il a subi une attaque de Magenor, ils l'ont tué et c'est bon, point final, fin de l'histoire. Ils ont sorti un truc sur Bluebeam, ils font apparaître des trucs dans le ciel. Et voilà. Oui, merci, monsieur. D'accord. Vous voulez prendre le micro, monsieur? Pour dire quoi, c'est une suite. Cette histoire, c'est une suite aussi de la PMA. D'accord. Oui, c'est un protocole de... Moi, je vais y aller là. Il y a un blanc au niveau du micro, ce serait le bon moment. Voilà, c'est ça. Donc, pour finir, contactez-moi si vous voulez, parce que j'ai besoin des adresses des mères qui sont victimes, pour les transmettre à mon ami, et puis bah voilà. Allez. Voilà, donc Morad est à table en direct. Écoutez, merci à vous toutes et à vous tous d'être là aujourd'hui. Ce qui n'est pas forcément évident, il fait beau. Certains auraient préféré d'aller à la pêche, mais bon, si vous êtes là pour les enfants, ça me touche. La première chose que je compte vous dire, c'est que le motif de mon retard, il n'est pas innocent. Suite à une récente vidéo avec Nexus pour le journal, enfin la revue Nexus,
ce matin, à 7h30, on a brisé la vitre de la résidence où je vis. La caméra de surveillance a été retournée. Alors, j'envoie un petit message à Manu, hein, notre cher président Micron, pour lui dire évite ce genre de méthode parce qu'on n'a pas peur de toi. Si tu es incapable d'empêcher les pédocriminels de baisser leurs pantalons pour violer nos enfants, peut-être qu'à un moment, on passera à la force brute. C'est pour vous dire qu'il faut avoir peur de rien ni de personne. Et je continuerai à me battre jusqu'au bout pour vous toutes et vous tous, ainsi que pour tous les enfants de France. Je ne vais pas vous répéter les chiffres, mais c'est souvent la question que je pose à certains journalistes, qui est somme toute très basique, hein, que vous pouvez leur poser. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que de violer un enfant? On est quand même dans un pays, et c'est pas moi qui l'invente, qui aujourd'hui a le surnom de Pédoland au niveau international. Il y a chaque 10 minutes un enfant qui disparaît dans ce pays. Ça paraît complètement délirant, mais c'est la réalité. Et c'est pas moi qui invente les chiffres, ils sont dans les placards de l'Assemblée nationale, du Sénat. Il y a eu moult commissions depuis plus de 10 ans. Ces chiffres, je les invente pas. Il y a 250 enfants qui chaque jour en France sont entre 250 et 400 victimes d'agressions sexuelles ou de tentatives d'agression sexuelle. Et il y a chaque jour en France 2 enfants qui meurent. Alors, si pour certains, ce n'est pas une cause légitime, je vous surnommerai dorénavant appartenant à la pédosphère. Avant de commencer, comme je fais à chaque fois, je voudrais saluer, il est en prison aujourd'hui, un des premiers lanceurs d'alerte gendarme de métier, qui est Stan Maillot. C'est quand même assez incroyable qu'en France, on ait pu mettre une peine de prison à quelqu'un qui militait ardemment et qui mettait tous les moyens pour combattre les pédocriminels, pendant que dans le même temps, des pédocriminels en France prennent des peines de prison avec sursis. Alors quand la justice dit on manque de moyens, non. À ce niveau-là, c'est de l'idéologie. Quand vous estimez qu'un enfant de 5-6 ans est consentant, c'est pas un manque de moyens. Et ça, c'est extrêmement important de le retenir. Donc, vous voyez, le combat, il se situe pas seulement en termes de moyens, il se situe aujourd'hui sur le plan idéologique. Est-ce que, oui ou non, on va tolérer qu'en France, les enfants de France soient violés et qu'on admette que, pour certains magistrats, comme ils disent si souvent, l'enfant était consentant? Non? Très bien. Autre point. J'ai eu à découvrir tout récemment, et c'est normal, c'est le jeu, que suite à mes diverses interventions et aux interventions du collectif, 2 journalistes, 2 petits journalistes de Morveux, ont commencé à dire que pour notre mouvement, et j'ai dit encore à ces gens que notre mouvement ne se limite pas à la présence physique lors de manifestations. On sait aujourd'hui les contraintes que pèse la distanciation sociale, les rassemblements. De toute façon, on aurait été 15 000 aujourd'hui, on aurait pu être que 1000 officiellement. Donc, ils ont commencé à dire qu'on était des sionistes, des agents du Mossad. Bon, et dans le même temps, l'autre, eh ben, il disait exactement le contraire, qu'on était de la diodosphère et des antisionistes. Donc vous voyez, apparemment, les fils ne se touchent même plus dans leur cerveau et ne savent même plus quoi inventer pour nous faire passer pour je ne sais pas trop quoi. Moi, en tout cas, je vous parle avec le cœur. Je suis moi-même parent plaignant. En 4 ans, j'ai vu mes enfants que 7 heures. Je sais toutes les magouilles. Je connais comment ils fonctionnent parfaitement. Et je serai avec vous toujours, jusqu'au bout. Il y a un point qui est important que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme vous le savez, je me bats principalement pour faire tomber des réseaux pédocriminels structurés. Il y a dans ces réseaux des magistrats, il y a dans ces réseaux des policiers, il y a dans ces réseaux des médecins experts. Ce que je tiens à vous rapporter, c'est que c'est un secret pour plus personne. J'ai jusqu'à maintenant élaboré et fait tomber certains réseaux en donnant des noms des gens qui agissaient en interne à la cellule trafic humain du FBI.
Il s'avère que j'ai de plus en plus de dossiers. Il s'avère que aujourd'hui, tous réseaux sociaux confondus, j'arrive à être entendu par plus d'1 million de Français. Donc c'est d'abord moi qui vous dis merci, c'est pas à vous de me remercier. Et je vous autorise, pour ceux qui sont très en avance sur l'élaboration de dossiers, je peux éventuellement vous aider à les structurer, à les envoyer directement de ma part à la cellule trafic humain du FBI aux États-Unis, 935 Pennsylvania Avenue à Washington, ou bien de saisir le responsable juridique, attaché juridique à l'ambassade des États-Unis, responsable du FBI. Mais s'il vous plaît, ne les noyez pas avec des affaires particulières. Si vous écrivez en mon nom, c'est pour donner des noms de magistrats qui ont pris des décisions littéralement arbitraires et délirantes. C'est pour donner des noms de policiers qui ont falsifié des enquêtes. C'est pour donner des rapports de médecins experts qui ont cherché, comme la majorité des parents victimes sont des mamans, essayer de vous faire passer pour folles sur la base de leur propre délire. J'insiste là-dessus. Ne les noyez pas. Moi-même, aujourd'hui, je gère une centaine de dossiers. Alors, j'entends beaucoup de gens me dire, à chaque personne qui m'approche, mon affaire est la plus grave qui soit. Croyez-moi, même moi, en toute humilité, je vous assure qu'il y a des affaires qui sont bien plus graves que la mienne ou les vôtres. Aujourd'hui, je suis en train de démanteler avec tout un groupe, un réseau pédocriminel actif en France. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des dessins d'enfants représentant des rituels où on les forçait à boire du sang humain, où on les forçait à avoir des actes zoophiles avec des animaux. Donc croyez-moi, il y a des affaires bien plus graves qui se passent en France aujourd'hui. Et je voudrais que vous en ayez chacun une conscience, parce que si j'avance avec vous, et ce qui fait ma différence entre Emmanuel Macron et moi, c'est que Emmanuel Macron défend des intérêts, vous et moi on défend une cause. Ça change tout. Emmanuel Macron, il dit que quand il est dans une gare, il voit des gens qui réussissent et des gens qui sont rien. Je répète, il dit des gens qui sont rien. Il dit pas des gens qui n'ont rien. D'accord? Donc ça y est, il est dans une forme d'eugénisme délirante. Le séparatisme, il n'est pas islamiste dans sa tête. Il est entre les Français qui ne sont rien et les Français à qui il donne tout. Et c'est toujours une minorité. Il n'y a que 18% de Français qui ont une carte électorale dans la poche qui ont voté pour lui. Il est lui la minorité et nous sommes nous la majorité. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ce que je tiens à vous dire, c'est que vous ne pouvez pas vous imaginer la force que vous donnez, pas seulement à ma personne, mais à tous ces parents plaignants. J'ai la chance de vous connaître. On était chacun dans notre coin, milités à se battre depuis des années. C'est vrai que on a tous été trompés dans la retranscription de l'affaire Outreau. Pour l'avoir maintenant bien lu, je me rends compte combien il est facile de nous désinformer, de nous mal informer. C'est pour ça que je suis content, je suis fier qu'il y a de plus en plus de médias libres, bizarrement qu'on veut interdire à travers la loi Avia, qui rapportent la vérité. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, et ça c'est lié à mon métier, j'ai presque envie de dire, en termes de géopoliticien, c'est qu'il y a ceux qui disent la vérité et il y a ceux qui veulent contrôler l'information. C'est sûr qu'on ne risque pas de s'entendre. Et quand je lis aujourd'hui certains médias qui essayent de minimiser notre action, notre mouvement, parce que ça leur fait peur, hein. Je peux vous assurer que ça leur fait peur. Hein. Ils font des commentaires, bizarrement, ils nous inventent à chaque fois, quand j'ai à les entendre ou à les lire, parce que bon, je suis obligé de le faire, je me rends compte qu'ils ont rencontré personne. Ils n'ont jamais rencontré un parent plaignant, ils n'ont jamais rencontré un enfant victime, mais ils font des papiers. Le réel, ça ne les intéresse plus. Le but, c'est de contrôler l'information. Pour travailler sur des domaines d'ingénierie, j'ai presque envie de dire géopoliticienne, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le gouvernement emploie des sociétés privées en termes d'ingénierie sociale pour essayer de détruire un mouvement, comme par exemple depuis 5 ans les Gilets jaunes. Ils vont essayer de le faire avec nous. Croyez-moi, j'irai jusqu'au bout, je mettrai, j'ai presque envie de dire, Napoléon sur le pont d'Arcole. Je suis fier d'être devant vous. Et s'il y a quelqu'un qui doit d'abord frapper, bah, ça sera moi.
Et je vous ai garanti d'une chose, c'est que je me porterai toujours devant vous. Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui ne veulent pas accepter l'intolérable, qui ne veulent pas accepter le crime. Alors pourquoi je vous parle de crime? Ce gouvernement, même s'il a augmenté les délais de prescription, parce que je suis un type foncièrement honnête, je reconnais à César ce qui est à César, mais ce gouvernement s'est assuré que les viols sur les enfants ne soient plus appelés des crimes, mais des agressions sexuelles. S'ils l'ont fait, ce n'est pas pour rien. C'est que au niveau du code pénal, à partir du moment où vous parlez de crime, les gens risquent plus de 10 ans de prison. C'est les assises. À partir du moment où vous parlez d'agression sexuelle, c'est la correctionnelle et vous risquez moins de 10 ans de prison. Donc vous comprenez qu'en fin de compte, ils ont fait un choix, c'est de livrer nos enfants. Je ne comprends pas comment, dans la tête de ces gens, ils puissent à ce point incriminer l'avenir. Quand vous les écoutez, c'est sans arrêt nous pensons aux Français. Non, vous pensez à vous-même. Nous pensons aux enfants des Français. Non, les enfants des Français, vous les méprisez. Les enfants des Français, vous êtes incapables d'être un bouclier pour les protéger. Les enfants des Français, à partir du moment où aujourd'hui ils sont agressés sexuellement, vous avez été capable d'inventer un mot pour remplacer le mot crime. C'est vous les criminels, ce ne sont pas nous. Et quand j'entends des gens qui parlent de complotistes, nous concernant des complotistes, mais quel courage vous avez à poignarder dans le dos des parents plaignants? Quel courage vous avez à poignarder dans le dos d'humbles Français qui décident à l'huile de coude, souvent bénévoles, et c'est pour ça que je veux remercier Titi qui a fait une bonne partie des affiches ce jour, des gens qui sont dans l'ombre, qui donnent de leur temps, même dans leur retraite, pour essayer de sauver des enfants. C'est ça les complotistes? Non, les complotistes c'est votre minorité qui ne va pas tenir très longtemps. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pas peur, parce que vous imaginez bien que je suis loin d'être inquiété par cet tocard. D'ailleurs, ce matin, à 7h30, ils s'en sont pris à une porte. Ils s'en sont pas pris à Morad El Hattab. Parce qu'ils savent qu'ils sont surveillés aussi. J'ai fait des révélations extrêmement graves. Parce que au sein de la DGSI, ce qui est quand même assez inédit, nous sommes le seul pays au monde où au sein des services secrets français intérieurs, une minorité de pédocriminels déviants ont décidé d'agir contre nos enfants. Ce sont des gens qui sont habilités secret défense, ce sont des gens qui ont un pouvoir qui dépasse l'entendement dans la mesure où ils peuvent exercer des pressions sur des juges. Ce sont des gens qui peuvent ruiner votre vie de manière complètement arbitraire, à partir du moment où ils vous choisissent comme cible. En juin 2019, le commandant de la DGSI, pas un sous-fifre, qui gérait tout l'Est de la France, s'est fait attraper avec plus de 10 000 fichiers pédopornographiques, et sur son ordinateur privé, et sur son ordinateur public. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer dans ce pays. Les gens qui sont censés assurer notre protection contre le soi-disant terrorisme, ces gens-là violent nos enfants. Et il y a une chose aussi, parce que vous remarquerez, ça fait un bout de temps que je parle, il n'y en a pas un qui porte plainte pour diffamation, c'est facile. Parce que je vais vous dire leur méthode, elle est toujours la même. Et ils ont fait ça aussi aux Gilets jaunes. Le but, c'est de frapper le messager et de ne pas s'intéresser au message. Moi, je ne suis qu'un parmi vous tous. Le message, il est celui-ci. Ne touchez pas à nos enfants. Ne violez plus nos enfants. Ne protégez plus les pédocriminels. Ça ne sert à rien de vous en prendre à Morad. Aujourd'hui, il y a des milliers, des millions de Morad. Il y a une chose qui est très importante aussi. C'est qu'il est vrai que j'ai jamais fait de distinction. J'entends des gens, des petits commentaires. Moi, j'ai toujours dit que les enfants étaient des anges. Je leur ai jamais donné une race ou une religion. Jamais. Je parle de parents plaignants et d'enfants victimes. Je ne confonds pas les mots. C'est vrai que récemment, j'ai fait état du fait que la DGSI avait profité de la déradicalisation pour violer des enfants de parents musulmans. C'est un fait, c'est tout, j'ai juste rapporté un fait. Je me suis énervé, fâché avec ceux qui font des discours aujourd'hui pour dire on est victime des Blancs en France, cette sorte de minorité indigéniste agissante. Je leur en veux beaucoup, parce que moi je vois les dossiers, je vois la réalité, je rencontre des parents plaignants. Je ne m'occupe pas de savoir si leurs enfants ont une couleur ou pas, mais c'est la seule fois que j'ai été obligé de dire à ces gens-là, eh ben croyez-moi, si vous pensez que les Blancs ont des privilèges, la majorité des enfants que je rencontre et qui sont violés sont blancs de couleur. Donc arrêtez vos conneries et commencez
à militer collectivement pour la France. Parce que ce qui fait notre force, et ce que je rencontre dans chacun de vous et chacune de vous, c'est qu'on est habité de bienveillance. Moi, je vous parle avec le cœur. C'est tout. Et c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait que je vous aime et que vous m'aimez. Et ça, Macron, il a beau mettre des enfants sur ses genoux, eh ben, ça marchera pas. Et il le sait. Parce que lui, la nouvelle ère, c'est... Lui, il est l'homme sans rien, sans colonne vertébrale, sans dignité, sans passé. Et les Français, ils en veulent plus. Alors j'entends certains me dire « Ouais, mais tu as sollicité Brigitte Macron. » Mais attendez, c'est le jeu. Vous voulez que je me fâche avec tout le monde? Depuis qu'on a fait ce qu'on fait, vous voyez pas qu'ils sont en train de bouger de partout? Et Brigitte Macron qui a commencé à faire la une de elle, pour dire bah, « Écoutez, je m'occupais de la protection de l'enfance. » Je lui ai écrit 4 lettres. Eh ben, je l'ai défié, poliment, gentiment, parce qu'on est des gens intelligents. On se met pas en colère, on casse personne, on frappe personne, nous. On veut juste sauver des enfants. Les enfants de tout le monde. Il y a plein d'enfants que je connais pas, que j'ai envie de sauver. Et quoi, pour ça, je serais un complotiste. Et puis les gens qui ici seraient des complotistes. Alors je fais ce que j'ai à faire. Personne à me donner des injonctions. J'ai pas le temps de gérer les critiques, ni les insultes. Parce que moi, ma colonne vertébrale, elle est une. Elle ne se brise pas. Elle est comme la majorité d'entre vous. Et j'ai qu'un seul but, c'est de sauver des enfants. J'ai pas le temps de porter plainte pour diffamation face à des tocards. Aujourd'hui, on est en train de leur faire très très mal. Très très mal. J'ai énormément d'échos de l'étranger. La France est dans le collimateur de plusieurs puissances étrangères. Sachez-le. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Pour vous dire qu'en termes d'ingénierie sociale, ils sont très forts. Ils ont vu que notre mouvement est en train de grossir, que notre mouvement est en train de monter en puissance. Et là, d'un seul coup, comme ça, bizarrement, ça vous fait pas ça bizarre? Énorme coup de filet contre un réseau pédophile en France, dans 3 départements, l'Hérault. Waouh! Le problème, c'est que je connais un peu par cœur le sujet. Alors, on regarde le sujet de près, parce que quand vous êtes citoyen, tranquille, lambda, vous rentrez du boulot, vous lisez 20 minutes, ou bien vous allumez CNews, on continue, on dit, oh, putain, les mecs, ils bossent, hein. C'est impressionnant, hein. 220 policiers, l'opération s'est appelée Police 2 Pédo, 60 types arrêtés, 3 départements. Là, on va se parler franchement, vous dites, putain, les mecs sont balèzes. Les mecs sont balèzes. Et en réalité, on creuse. Et ça, c'est mon boulot, avec toute une équipe. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Sur les 60 personnes arrêtées, des seconds couteaux. Profil classique de ceux qui emmènent les enfants à ceux qui sont au-dessus. Éducateurs sportifs, enseignants, un petit informaticien qui traîne là, il y a même un imam qui avait déchargé 200 images pédopornographiques. Celui-là, je n'invite pas à retourner à la mosquée. Et, bizarrement, sur les 60 personnes arrêtées, il y en a 13 qui étaient fichés dans les dossiers criminels comme étant agresseurs sexuels. Vous savez, ça me rappelle les types qui sont... le mec qui est chasseur et qui est sûr de rien attraper, ben, il élève dans son arrière-cour quelques sangliers, il les lâche. Et puis forcément, le sanglier a l'habitude d'être nourri par son maître, vient, lui tire dessus, dit regardez, je suis un excellent chasseur. Ben là, c'est la même chose. Ils avaient déjà les types. Et comment ça se fait qu'ils étaient dehors, ces 13 bonhommes? Comment ça se fait qu'ils étaient dehors? Certains avaient déjà été accusés, jugés pour viol. Comment ça se fait que ces 13 bonhommes étaient dehors? Et dis donc, ils sont vachement balèzes. Ils ont attrapé des mecs qu'ils connaissaient déjà. Et on dit aux Français, mais regardez le coup de filet. On est des cracks. Ah oui, ça vous êtes des cracks. En termes de communication, nous, on ne sait pas faire. Hein. Moi, quand je rencontre un gilet jaune, et je remercie toujours, en fait, parce que ça, j'y tiens, les gilets jaunes constituantes. Parce qu'au départ, il y avait certains qui émettaient des doutes par rapport à la nature du combat. Eux, ils ont été là le premier jour et tout de suite. Donc, je les salue très fraternellement et je leur dis un grand merci. Parce que il y a des femmes et des hommes avec qui transpirent. Quand le terme force et honneur, eh ben, il leur va très joliment à ces gens-là. Eh ben, ils ont traité 13 personnes qui étaient déjà plus ou moins sur la sellette. Alors comment ça se fait que ces 13 personnes, les maires d'arrondissement ou de ville n'étaient pas au courant de leur présence? Comment ça se fait que ces 13 prédateurs sexuels pouvaient s'approcher de nos écoles sans que les directeurs d'école étaient au courant? Comment ça se fait que ces 13 prédateurs sexuels se baladaient tranquillement dans la nature, téléchargeaient en permanence des fichiers pédocriminels? C'est ça la vraie question.
Ça, c'est mon boulot. D'accord? On a chacun un rôle. Mais je préfère vous le dire, on va être ces prochains jours pas mal manipulés. Certains vont chercher à nous diviser. On m'a prêté des relations avec un tel ou un tel. Mais moi, je ne me préoccupe pas de savoir à qui je serre la main. C'est pas mon problème. Moi, ma priorité, j'envoie des mamans plaignantes. Aujourd'hui, il y a une maman courageuse qui est venue de Marseille pour me voir. J'essaie d'apporter des réponses au mieux, parce qu'il y a urgence. On parle à des gens qui n'ont pas vu leurs enfants depuis des mois, voire des années. Je relisais encore récemment le livre de Laetitia, La vie en miettes. Certains m'ont dit récemment, mais Morad, putain, mais c'est pas possible. T'as pas été cool par rapport au sujet de l'immigration. Non mais attendez, vous allez m'apprendre à moi ce qu'est la réalité qui se cache derrière l'immigration? Vous voulez que je vous fasse un petit topo d'1 minute? Parmi les mineurs isolés, 11 000 disparaissent chaque année en France. Vous savez où ils finissent? Dans les réseaux pédos. Personne ne m'attaquera pour diffamation par rapport à ce que je viens de vous dire. L'ASE, qui est une structure complètement déviante, qui perçoit 7 à 10 milliards d'euros par an, c'est votre pognon, hein, c'est notre pognon tout ça. Hein. Ok? S'arrange pour maintenir les enfants dans la maltraitance. Quand des enfants sont placés dans des familles où ils sont un peu respectés, on enlève les enfants à ces familles-là. L'ASE, oui, il y a au sein de l'ASE une filière, avec ou pas son consentement, j'en sais rien, mais ça c'est pas mon boulot, il y a des flics pour ça. Il y a une filière clandestine, mafieuse, à travers laquelle passent des enfants mineurs étrangers. Dans mon dernier livre, que ceux qui me critiquent n'ont jamais lu, j'ai lu moi les rapports d'Europol et d'Interpol. Je suis en contact avec Interpol et Europol, et j'y suis aussi pour vous défendre. D'accord? Je suis avec des gens qui travaillent sur des dossiers de trafic humain. Il y a un rapport qui a été dicté. 61% des enfants, vous savez les enfants que vous voyez sur les bateaux en plein milieu de Méditerranée, 61% voyageant seuls disparaissent une fois qu'ils posent le pied sur le sol. Ah ouais, ça c'est des chiffres qui font mal. C'est sûr que nous on a toujours de l'empathie, de la bienveillance à se dire mais on ne peut pas les laisser là, ils vont crever. Non, quand ils arrivent, ils vont crever. Et personne ne mettra en doute ce que je vous énonce parce que c'est établi dans des rapports de très haut niveau. Donc c'est pour ça que je suis fier que vous m'ayez aussi choisi pour être avec vous dans ce combat, parce que mon père me disait tout le temps, Morad, n'oublie pas, une seule main n'applaudit pas. Donc je sais que je ne gagnerai pas tout seul. C'est pas une question de sauver mes propres enfants, parce que je vais vous dire franchement, j'aurais fini par les faire couler. Mais j'ai tellement vu de détresse, tellement vu d'horreur s'exprimer de manière si bienveillante, si malheureuse. Comment dire, on ne voit pas ces Français-là, on ne les voit pas ces Français-là. Ces Français-là, ils n'intéressent personne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à milieu de se rendre compte de ce que devient la vie d'une maman une fois qu'elle est prise dans ses réseaux et qu'elle est isolée par ses réseaux. Elle est détruite socialement, détruite financièrement, détruite psychologiquement. Il y en a ici qui ont eu le courage de venir et qui ont témoigné. Il faut savoir ce qu'elles vivent. J'insiste sur le fait que c'est souvent des mamans qui sont prisonnières. Même si moi je suis un papa, on est 10% à peu près pris dans les taux. Mais la majorité, c'est des mamans. C'est beaucoup plus facile pour eux de prendre des mamans et de les isoler et d'abuser de leurs enfants. Alors oui, j'ai écrit récemment à Brigitte Macron. J'attends sa réponse. J'irai la voir avec une délégation. Et dans cette délégation, j'y mettrai un gilet jaune constituante. Parce que je leur dois un merci. J'irai voir Gérard Darmanin. Gérard Darmanin, je lui ai transmis les noms de policiers et policières qui appartiennent aux brigades de protection de la famille, qui n'ont jamais arrêté un seul réseau pédocriminel depuis que ça existe. J'ai donné leurs noms. J'en cite certains parfois, genre Émilie Salé, chef de la brigade de la famille, au 17e arrondissement du commissariat de Paris. Elle se garde bien de porter plainte pour diffamation contre moi. Donc, Gérard Darmanin, je lui ai envoyé un recommandé, j'ai la copie de la lettre ici, vous avez pu le voir ça sur ma vidéo d'il y a 2 jours. Eh bien, Gérard Moussa Darmanin, toi dont le grand-père priait l'islam, j'aurais espéré qu'il prie Dieu, parce que les catholiques ne me disent pas qu'ils prient le catholicisme. Mais bon,
On va dire que c'était l'émotion, c'était ta première journée en tant que ministre. Mais néanmoins, sur le fond, Gérard Moussa Darmanin, moi je suis venu à toi. Et je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec des millions de Français que je représente. Donc on va voir ce qu'il va faire. Lundi, j'envoie une lettre à Jean Castex, Premier ministre. Parce que ne croyez pas que je ne bosse pas. On est tout un groupe à travailler. Je vais vous dire pourquoi nous contactons Jean Castex. Nous venons de découvrir avec un groupe de mamans agissantes, pour certaines qui ont connu l'horreur, que des enfants français, via l'ASE, étaient envoyés au Sénégal et à Madagascar pour des soi-disant stages de rupture. La majorité des enfants qui étaient envoyés là-bas, seuls, isolés loin de leurs parents, étaient pour la plupart d'entre eux agressés sexuellement. Ça se passe en ce moment en France et c'est avec votre argent. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Faites-moi confiance, je vous fais confiance. Et Jean Castex, publiquement, il va recevoir une lettre en recommandé qui partira demain, donc qui lui arrivera normalement mardi ou mercredi. Je demande audience auprès de lui. Je serai accompagné cette fois de maman, probablement d'un enfant qui a été victime de ce réseau-là. Vous voyez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ont peur. Récemment, effectivement, on m'a évoqué la personnalité de M. Dupond-Moretti. Bon. Tout ce que je sais le concernant, pour moi, ça reste des faits graves. J'ai effectivement écouté, lu avec attention des documents et écrits par monsieur le journaliste Garde, qui a fait un travail magnifique et qui a produit un film, un film sur Outreau. J'ai lu le livre effectivement de monsieur Thomé. J'ai lu Le Torchon de Florence Aubenas, La Méprise, qui bizarrement a le droit à elle à tous les passages télé, alors qu'elle n'avait pas lu les 30 000 pages du rapport ni du dossier. Je regrette, et je suis très triste, qu'un homme, avocat, ait pu torturer psychologiquement des enfants mineurs qui a été reconnu par des médecins comme étant avoir été violés. Je suis triste de savoir qu'un homme avec une robe d'avocate a tellement, comment dire, je me garde bien d'avoir de l'émotion lorsque j'évoque tout ça, crié sur une petite fille de 7 ans qu'elle s'est fait pipi dessus. Je regrette que l'administration judiciaire de l'époque ait placé les enfants dans le box des accusés au prétexte qu'il n'y avait pas de moyens. Ce qui a permis à Mme Florence Aubenas de rapporter que les accusés étaient dans le box tout en sachant qu'elle savait que c'était des enfants qui étaient. Et ça, je trouve ça horrible et je trouve ça criminel sur le plan intellectuel. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est aussi mon job par rapport à tout ce que je décèle, par rapport aux manières systémiques, parce que j'insiste, les dossiers se ressemblent énormément. C'est toujours les mêmes méthodes pour tuer une maman plaignante, toujours les mêmes méthodes. Enquête de police falsifiée, un vice-procureur qui s'arrange pour classer sans suite, puis après une juge d'affaires familiales qui rend un jugement complètement arbitraire, délirant. Et puis après la maman insiste, eh ben on trouve un médecin expert psychiatre qui va faire un rapport bidon et dire exprès qu'elle est folle. Et là l'enfant, effectivement, comme la maman, ne se retrouve plus parce qu'il y a des méthodes psychologiques qui consistent à conditionner l'enfant par la suite, à lui faire croire que sa maman Doha, qui se bat pour lui, l'a abandonné. Eh bien, j'ai fait une proposition officielle, je l'ai fait publiquement, j'en ai beaucoup parlé avec le collectif. La majorité du collectif soutient cette demande, et croyez-moi, ça commence à les faire trembler. Oui, je veux que soit changée l'ordonnance de 58 concernant les magistrats, qu'à l'intérieur de cette ordonnance, on remette leurs responsabilités pénales et qu'ils soient jugés par un tribunal populaire pour moitié composé de policiers, de gendarmes et de militaires. Oui, je l'assume. J'ai énormément d'amis magistrats, énormément d'amis policiers. Je parle toujours d'une minorité, mais pourquoi je parle de cette minorité? Pourquoi? Réfléchissez au fait que pourquoi cette minorité est puissante? Parce que cette minorité pédocriminelle,
comme elle rend service à des gens placés tout en haut, cette minorité pédocriminelle où il y a des magistrats et des flics placés, ils ont des promotions fulgurantes. Donc les magistrats qui sont en dessous, qui se battent et qui veulent révéler les vérités, on les étouffe, forcément. Mais ça reste une majorité de gens qui sont de notre côté. Il y a des magistrats, il y a des policiers qui me disent de continuer. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que depuis peu, et j'en suis fier, j'ai révélé que des lycéens commençaient de plus en plus à vouloir se battre à nos côtés. Et ça leur fout la trouille. Parce que pendant longtemps, on a voulu faire croire que les lycéens, ils se préoccupaient uniquement des phoques sur la banquise. Non. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave il n'y a pas très longtemps. Des lycéens, très courageusement, commencent à aller sur les réseaux, les plateformes pour jeunes mineurs, et ils commencent à piéger des pédocriminels et des pédocriminels. Ils leur donnent des rendez-vous dans des parcs, ils les filment, ils retranscrivent tous les SMS, tous les mails, ils donnent ça à la police, et qu'est-ce qui se passe derrière? Le lendemain matin, des policiers viennent chez eux en leur disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que le plaignant, c'est-à-dire le pédocriminel, pourrait vous poursuivre pour diffamation. » Eh bien, ils en ont marre, nos lycéens. Qu'est-ce qui s'est passé à Épinal il y a moins d'1 an? Ils ont fait tomber un enseignant. Le préliminaire de la vice-procureure, ça a été de s'adresser aux lycéens en leur disant « Mais vous n'êtes pas des justiciers, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites, vous allez faire des émules. » Eh bien, nous tous, on leur dit « Continuez à faire ce que vous faites, faites des émules et coincez ces pédophiles, ces pédocriminels. Parce que vous êtes notre fierté aussi, tous les lycéens que vous êtes. » Les lycéens sont en train de nous rejoindre. Ils le savent. Les lycéens vont faire très mal. Parce que j'ai parlé avec des lycéens. Et ils m'ont dit exactement, presque par miracle, ce que j'avais dit dans la vidéo Nexus il y a 2 jours. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ils se battaient de manière extrêmement forte. Parce que les enfants victimes, un lycéen, c'est entre 15 et 18 ans. Les enfants victimes, ils ont entre quel âge et quel âge? Bon, je vous passerai l'horreur. Il y arrive qu'il y ait des fois parfois des nourrissons. Mais en moyenne, c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Eh bien, c'est leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et ils ont peur pour leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et comme ils sont en train de se rendre compte que là, en France, on fait des coups de filet médiatiques où on arrête des gens qui sont déjà fichés, eh bien, ils se disent que la marchandise, c'est pas trop bon ce qu'on nous vend. Donc, comme ils sont surtout entre eux et qu'ils évitent de regarder les chaînes en continu, eh ben, eux, ils ont décidé de se battre. Et il ne faut pas croire, j'ai parlé à certains gilets jaunes constituantes, un peu matadors, surtout un d'ailleurs, il se reconnaîtra. J'ai rencontré un lycéen qui s'exprimait de la même manière, peut-être même un peu plus virulent. Donc je vous dis que les lycéens sont en train de nous joindre. Je vous dis aussi, et c'est assez étrange parce que pendant longtemps ils se sont tus, les Français patriotes de confession musulmane se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'ils étaient pris à partie par Emmanuel Macron. Il hait, bien sûr, les enfants. En tout cas, il ne les aime pas, puisqu'à chaque fois je l'ai saisi, il ne m'a jamais répondu. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, je te lance un défi public. Tu réponds toujours pas, Manu. Moi, je voudrais bien que tu me défies. Ça ne sera pas Marine Le Pen en face. Et ça ne sera pas les gameliers que tu as l'habitude d'avoir. Mohamed Ali, il veut Joe Frazier. Donc, Emmanuel Macron, je vous le dis publiquement, il a peur qu'on ait un débat l'un face à l'autre. Il a peur. Donc franchement, n'ayez pas honte de moi. Et quand je dis ça, je sais pourquoi je le dis et j'ai les dossiers qu'il faut. En plus de ça, Emmanuel Macron, si tu veux être un peu crédible, il y a 2-3 personnes qui doivent virer de l'Élysée, qui te conseillent à l'oreille certaines choses, alors que l'un a été témoin de la défense et administrateur d'une association où le directeur a été condamné à 11 ans de prison en 2011 pour viol sur mineur. Ce gars-là, tu devrais quand même le virer de l'Élysée, Emmanuel Macron. Et l'autre, qui a déjà fait de la prison pour des questions de drogue, s'est arrangé pour sauver l'enfant d'un milliardaire français, mais c'est pas de sa faute, il a le droit d'être milliardaire. Il n'a pas eu peut-être la chance d'avoir cet enfant-là, donc lui, je ne vais pas l'incriminer, mais qui s'amusait avec ses potes people à se distribuer des fichiers pédopornographiques. Ah putain, le délire, les mecs, c'est sûr, de voir des enfants violés... C'est sûr qu'on ne va pas s'entendre. Ça, on ne va pas s'entendre. Et la séparation, elle est peut-être là aujourd'hui. Et c'est pour ça que récemment, j'en parlais avec des amis, oui,
musulmans, parce qu'ils n'étaient pas dans ce combat jusqu'à ce jour. Ils n'étaient pas dans ce combat, je le dis. Et là, ils sont en train de se rendre compte que le séparatisme, il est là. Entre ceux qui se battent pour sauver les enfants et ceux qui s'arrangent pour que les enfants continuent à être violés. Elle est juste là, la séparation. Elle est d'abord là. Et moi, je peux vous surprendre à chaque fois, mais il y a une personne que je tiens à remercier. Alors, vous me dites, mais putain, comment ça se fait que tu remercies cette personne? Moi, je sais pourquoi je la remercie, et cette personne sait pourquoi je la remercie. Je ne fais pas de politique. J'en ai fait. J'ai appelé à certains à voter certains candidats. Moi, je ne suis pas un type, je suis fait de chair et de sang comme vous. J'ai fait des choix dans ma vie. Aujourd'hui, je suis complètement pris par ce combat, que ce combat. Donc voilà, je n'ai pas d'empreinte politique. Absolument pas. Mais je remercie Ivanka Trump publiquement, et à chaque fois que j'interviens, je la remercie. Parce que ça peut vous paraître surprenant, mais c'est la grande classe par rapport à la défense des enfants victimes. C'est vraiment la grande classe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Quand Donald Trump a été élu président des États-Unis, Ivanka, qui depuis 2 ans préalables, s'était juré auprès d'un groupe de gens dont je faisais partie, qui mettrait comme priorité le trafic humain. Trump, élu, a signé un décret applicable le lendemain, peu de gens parmi vous le savent, qui a étendu la poursuite des trafics humains jusqu'au bien matériel de ces gens. Et si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que grâce à ce décret, aujourd'hui en France, des Français peuvent faire défendre leur dossier par le FBI. Parce qu'à partir du moment où ça rentre dans le cadre de la loi fédérale américaine, où il y a eu l'étendue de la chasse des pédocriminels et de leurs biens partout où ils sont, aujourd'hui, le FBI garantit aussi la protection des enfants français. C'est énorme ce que je vous raconte, mais entendez-le bien, et c'est énorme. Alors, je vous avais aujourd'hui garanti, pour ceux qui ont entendu la vidéo il y a 2 jours, parce que bon, parfois je m'amuse, entre guillemets, à donner des noms. J'avais promis. C'était l'interview donnée à Nexus il y a 3 jours et qui est pas Donc, il y a 2 jours. Il y a une chose qui se passe à Paris, mais qui se passe probablement ailleurs. Et s'il vous plaît, la moindre personne à qui ça arrive, prenez contact avec moi en urgence. En urgence. Ça, j'insiste, c'est une marque d'un signe pédocriminel, d'un réseau pédocriminel. Si vous avez connaissance qu'un de vos enfants est amené à l'étranger à votre insu, ou qu'une pièce d'identité d'un de vos enfants est changée à votre insu, sans votre signature, ce qui est interdit en France, vous m'alertez de toute urgence. Parce que là, on peut sauver votre enfant dans l'heure. Dans l'heure. Vous entendez? Dans l'heure. Je pourrais, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de... Je pourrais sauver votre enfant dans l'heure. Entendez bien ce que je vous dis. Je termine. Est-ce que le message est clair? Si autour de vous, il y a une personne, n'importe qui, une de vos connaissances, dont les enfants sont amenés à l'étranger, où ils ont été victimes d'agressions sexuelles, où ils ont été témoins de partout, ce qui a été le cas de mes enfants, à votre insu, sans vos signatures et que les pièces d'identité sont changées dans les préfectures, vous me prévenez dans l'heure. Entendez-le, dans l'heure. On rendra l'affaire publique. Vous verrez des agents américains et d'autres pays intervenir dans l'heure. On sauvera vos enfants dans l'heure. Pour ça, je m'en porte garant. J'insiste. Et je vais vous dire ce qui se passe à la préfecture de police de Paris. À la préfecture de police de Paris, comme vous le savez, je ferai une digression. Pour le coup, je parlerai de mon affaire, puisque c'est un parallèle concret. Mes enfants, dans une des auditions, mon fils avait 5 ans, il a révélé à 2 policiers qu'il avait été amené en avion en Égypte. Sa mère n'est pas du tout égyptienne, hein. Mon ex-compagne est alsacienne. Alors pour vous dire, on est loin des critères méditerranéens. Hein. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'audition de police, je me dis c'est pas possible. Même un ministre en France ne peut pas changer la pièce d'identité de son enfant, divorcé ou marié, sans la signature de sa femme ou de sa conjointe. C'est impossible.
C'est impossible. Comptez bien, j'insiste, c'est impossible. C'est impossible. Donc j'ai commencé à me battre pour avoir accès à mon dossier, comme j'ai l'autorité parentale conjointe, de mes enfants à la préfecture de police de Paris. Et là, bizarrement, normalement, quand vous faites cette démarche, on vous téléphone, on vous dit, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, vous venez, vous voyez le dossier, bon. Il a fallu 4 lettres recommandées avec accusé de réception. On m'a fait languir pendant plus de 4 mois et demi pour avoir accès au dossier. Bon. Quand j'ai eu accès au dossier, je vous dis, bon, c'est un secret pour personne, je connais beaucoup de monde. Et c'est pour ça, croyez-moi, soyez fiers, soyez rassurés. Je suis en très bonne santé physique et psychologique. Ils ne m'assassineront pas, ils ne vous assassineront pas. Quand j'ai eu accès au dossier, ben, j'ai découvert que mes enfants avaient eu leur passeport changé, ainsi que leur pièce d'identité, à mon insu, sans ma signature. Et que dans le dossier, il y avait un document qui avait disparu, que, bah, pas de chance pour eux, hein. J'avais copie de ce document. Donc je suis venu avec une chemise dans laquelle j'avais mis ce document. Et je me suis retrouvé en face d'une jeune fille qui s'appelait Justine Verrière, bizarrement qui a été mutée depuis. Et j'ai regardé le dossier en entier, j'ai fait le con, hein, parce qu'on est tous des cons pour eux, hein, on est des naïfs. Hein. Bon. Et puis j'ai dit, mais c'est quand même bizarre, les pièces d'identité de mes enfants ont été changées, comment ça se fait que vous ne m'avez pas averti? C'est interdit. Ah bon, ah bon, ouais, c'est quand même encore très bizarre, c'est que il y avait un document écrit, je crois, que mon ex-compagne avait reçu le 16 septembre 2016, lettre numéro tant, qui disait: je vous informe que l'état civil du père de l'enfant, M. Morat de la Table, a fait l'objet d'une usurpation d'identité. Ainsi, il est impératif de s'assurer de l'identité de ce dernier. L'attestation ci-jointe doit être dûment remplie et signée par le père, ainsi que la copie de la carte d'identité ou du passeport. Et là, elle m'a regardé avec des gros yeux, et j'ai ouvert la chemise, et je lui ai montré la lettre qui avait disparu. La première réflexion qu'elle a eue, ça a été de me dire, vous savez quoi? Non mais il faut presque en rire, quoi. Comment ça se fait que vous avez eu cette lettre? J'ai dit, non, madame, comment ça se fait que cette lettre a disparu? Comment ça se fait que des documents au sein de la préfecture de police de Paris disparaissent? Est-ce qu'on est encore en France? Sommes-nous encore dans une démocratie? Comme je rappelle souvent, si nous sommes encore dans une démocratie, Emmanuel Macron ne finira pas son mandat. Les initiés comprendront ce que je veux dire. Et effectivement, ces 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, j'ai saisi le secrétaire général en mail direct des personnels pour lui dire qu'il se passe des choses très graves chez vous. Il a prévenu M. Delpech, préfet de police de Paris, qui a alerté et signalé tout ça au vice-procureur, qui était à l'époque M. François Bonnecarrère, un homme extrêmement dangereux, qui était en charge de la déradicalisation. J'ai demandé contre lui, je le rends public, une enquête internationale, parce que, au prétexte de la déradicalisation, nous voulons savoir combien d'enfants, parmi ceux qu'il a fait placer arbitrairement, ont été violés, sodomisés, torturés. Et puis s'il n'est pas content, eh ben on se retrouvera tous les deux devant un juge d'instruction. Aujourd'hui, les juges à Créteil refusaient tout jugement de cet homme, au prétexte de mon affaire. Eh ben, il s'est amusé à classer sans suite. Il s'est amusé à pas regarder ce qui se passait. Et depuis 4 ans, ça dure. Ce qui aurait dû être réglé en un quart d'heure. Manifestement, un agent pédocriminel déviant de la DGSI, en vrai, ils sont 3, pour ne rien vous cacher, sont intervenus. Mais moi, je vais vous donner publiquement les noms des 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui ont agi dans mon dossier. Bien sûr, je porte plainte contre eux, et j'ai déjà porté plainte pour corruption, complicité de corruption de mineurs, non-assistance à mineurs en danger, disparition et destruction de pièces officielles. Bien sûr, la gravité de ces faits engage la responsabilité de l'État français. Donc ces 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris se nomment M. Julien Borne-Santoni. On ne vous remettra pas une médaille, hein, M. Borne-Santoni. Hein. Madame O. Rousseau, Madame Verrière et Madame Bouzet-Boudja. Ces 4 personnes qui sont intervenues dans mon dossier devront rendre des comptes prochainement au procureur de Paris qui a été saisi de l'affaire pour des faits extrêmement graves. Vous vous rendez compte d'une chose qui est délirante. On se dit, mais ça ne peut pas se passer en France. Maintenant, ils arrivent à amener nos enfants à l'étranger, à les torturer, à les rendre témoins de partouze. Les enfants témoignent.
Bon, on va dire que l'enfant a menti, parce que c'est la norme aujourd'hui. Hein. Il dit, oh, mais depuis l'affaire Outreau, mais maintenant on sait que l'affaire Outreau, c'est les enfants qui avaient raison. Non, mais conflit familial, non, il n'y a pas de conflit familial. Des pièces qui disparaissent dans un dossier, c'est ni le fait du père, ni le fait de la mère. Eh bien, aujourd'hui en France, ils arrivent à amener vos enfants à l'étranger. Le réseau pédocriminel déviant au sein de la DGSI. Là, n'importe qui parmi vous. Ils prennent votre enfant, ils l'amènent à l'étranger, ils le violent, ils le sodomisent, ou bien à la rigueur, s'ils l'épargnent, ils font des partouzes devant lui. Et derrière ça, si votre enfant a le courage de témoigner, ce qui a été le cas du mien, mon petit Naël, mon petit chéri, ces enfoirés à qui j'avais dit à mon fils, tu peux leur parler, c'est la police, il faut leur faire confiance. Eh bien, bande de salauds, je peux vous dire une chose. À ceux qui ont mis le nez dans mon dossier, vous n'allez pas vous en sortir. Et à ceux qui ont mis le nez dans les dossiers que je défends aujourd'hui, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut que vous sachiez tous que quand vous avez affaire à un policier, quand vous avez affaire à un policier, quand vous avez affaire à un magistrat, quand vous avez affaire à quelqu'un dont vous subodorez qu'il est susceptible de tricher ou de trahir, renvoyez-lui dans la figure l'article 40 du Code pénal. Je vous donne des éléments de langage. Article 40 du Code pénal. Et d'ailleurs, M. Darmanin sera obligé de me recevoir. Gérard Moussa Darmanin, je te le dis publiquement, dans ma délégation, et je te le dis par avance, il y aura un membre des Gilets jaunes constituantes. Je te le dis, Gérard Moussa Darmanin. Il y aura effectivement, parce que tu seras obligé de me recevoir au nom de l'article 40. Parce que l'article 40 du Code de procédure pénale impose l'obligation pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, dans l'exercice de leurs fonctions, de signaler des crimes ou des délits dont ils ont connaissance. Donc vous voyez, c'est vous le rapport de force. Apprenez nos lois. Parce que les gens qui violent nos lois, ce sont des gens qui sont parfois censés les respecter. Rappelez-leur vos droits. J'insiste.